Bonjour Internet. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une figure très importante sur un tournage, le chef opérateur. Et avant de vous dévoiler l'intitulé capillotracté comme toujours de ce nouveau top 3, apportons quelques précisions. Alors, le chef opérateur, qui a aussi comme nom le chef-op, le directeur de la photographie, ou même Dieu, comme ils aiment bien qu'on les prénomme, a cinematographer. Yeah. C'est tout simplement la personne qui est en charge de l'image du film. Ah ouais, c'est un poste un peu crucial. L'image du film, eh bien, ça concerne, dans sa mission première, à réfléchir et mettre en place les lumières sur le plateau, avec l'aide de ses électros et autres assistants. Il est aussi à même à composer les plans avec la compagnie du cadreur, qui peut être lui-même d'ailleurs, c'est souvent qu'on voit des chefs opérateurs derrière la caméra. Pour résumer et pour aller plus généralement, c'est tout simplement le garant du look final du film. Mais tout ce travail-là, il est souvent en étroite relation avec les réalisateurs. Je dis souvent parce que des fois ça se passe pas bien et que y en a un qui prend le dessus sur l'autre. L'exemple que j'ai en tête et qui est assez récent finalement, c'est The Revenant d'Alejandro González Iñárritu. Sur ce film-là, nous avons le chef opérateur star du moment qui s'appelle Emmanuel Lubezki, ou de son petit surnom El Chivo. Après c'est comme ça que je l'ai vu le film, c'est personnel, mais j'ai eu l'impression que le réalisateur a été dépossédé de son film. C'est-à-dire que le message qu'il y a derrière, il est un peu brouillon. Par contre, en termes d'image, ça marche grave. Lubezki nous fait une bande démo magnifique. J'ai presque l'impression que, finalement, vu qu'il y avait Leonardo DiCaprio qui voulait être oscarisé à tout prix, et puis de l'autre côté un Emmanuel Lubezki qui était la personne de confiance pour Leonardo DiCaprio pour avoir une image géniale de lui en tant qu'acteur, et du coup, derrière, le réalisateur, il était un peu qu'est-ce que je fais? Et des exemples comme ça, finalement, il y en a pas mal dans l'histoire du cinéma, et c'est peut-être pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on aime bien les prénommer Dieu, c'est que c'est quand même eux qui font les images, et le cinéma, c'est d'abord et avant tout une histoire d'image. Donc voilà, bon, je vous ai cité Emmanuel Lubezki, mais je pourrais vous citer aussi Kaminski avec Spielberg et ses contre-jours absolument florissants. Ou alors le maître des maîtres, Roger Deakins, qui était le chef opérateur des frères Cohen, et qui maintenant travaille aussi avec Denis Villeneuve, et j'ai l'impression que c'est un peu que ça qui est de bien dans ses films. Je vais pas me faire que des amis. Ou encore, je sais pas moi, Darius Khondji, qui utilise encore la pellicule aujourd'hui et de manière magnifique. Non, aujourd'hui je veux pas vous parler des chefs opérateurs qui sont stars, ou en tout cas stars dans le milieu, non, je vais vous parler de ceux qui sont un peu moins connus. Et donc, temps de vous dévoiler l'intitulé de ce top 3, attention. Mon top 3 des chefs-op encore en activité, pas très connus, mais très inspirants. Et numéro 3, je voulais choisir un chef opérateur qui débute, en quelque sorte, un jeune chef opérateur, même si, bon, au niveau de l'âge, c'est pas tellement ça, c'est pas quelqu'un d'hyper jeune non plus. Donc j'avais pensé à Hoyt van Hoytema, ou Hoytema, super chiant à dire quand même son nom, qui est donc un peu le chef opérateur en vogue, qui commence à être en vogue aujourd'hui. C'est tout simplement le chef opérateur de Nolan sur ses deux derniers films, et dans Dunkerque c'est pas forcément la meilleure partition qu'il ait faite, mais c'est aussi surtout le chef opérateur de Thomas Alfredson, réalisateur danois que j'aime beaucoup, qui a fait Morse et La Top. Mais comme il commence déjà à être un peu connu, je me suis porté sur un autre, plutôt du côté de l'Espagne, et c'est Oscar Fora, ou Faola. Putain, j'ai jamais réussi à rouler les R, ça c'est la tragédie de ma vie. Donc le chef opérateur espagnol qui nous a donné tout simplement les films de Juan Antonio Bayona, donc dans l'ordre L'Orphelinat, Vie Impossible et aujourd'hui le chef-d'œuvre qui est Quelques minutes après minuit. Donc si j'ai choisi ce chef opérateur là, c'est que déjà premièrement c'est magnifique, tous les films qu'il a fait avec Bayona, mais aussi c'est celui qui a fait la photo de The Imitation Game dont je vous ai parlé lors du top 10 de l'année 2016, c'était en 2016 qui était sorti, ouais, je crois que c'est ça. Bref, ça doit s'afficher quelque part par là. Donc un goût aigu de la composition des cadres, de la lumière classe, un truc de cinéma. Il y a quelques aspects qui peuvent faire penser à Roger Deakins dans ce goût-là de la belle image. Mais aussi voilà, c'est un chef opérateur qui se met au service du film sur lequel il est engagé. Donc avec Juan Antonio Bayona, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre presque du fantastique, au sens large du terme, on pourrait dire de la rêverie. Je pense à plusieurs plans dans Vie Impossible, qui est quand même un film qui parle d'un fait divers, à savoir le tsunami en Thaïlande en 2004,
si je me souviens bien, qui par les choix de son réalisateur, Bayona, et son chef opérateur Oscar Fora, a des allures parfois de véritables contes. C'est-à-dire qu'il se sort du simple fait divers d'actualité pour quelque chose de plus universel. Et dans l'image, pareil, il y a des moments de composition de plans. Enfin, la première image qui me vient, c'est le moment où la mer sort de l'eau au ralenti. Donc voilà, c'est un peu ce goût-là des belles images, des compositions presque classiques que j'aime chez Oscar Fora, et aussi d'embrasser complètement le numérique. C'est un chef opérateur d'aujourd'hui qui cherche la texture dans le numérique et qui trouve de très belles choses tout en gardant un bagage ancien de belles photos. Donc voilà, Oscar Fora, si je devais vous conseiller 2 films à voir absolument, c'est The Imitation Game, qui en plus d'être un très bon film, c'est aussi une espèce de lettre ouverte à tout un classicisme en termes de photographie, et voilà, ça pue la classe au niveau lumière. Faut l'analyser, ce film là. Et d'un autre côté, je vous conseillerais tout simplement le dernier film de Bayona, qui est un immense chef-d'œuvre quelques minutes après minuit, où le monsieur s'amuse avec plusieurs ambiances, à la fois réalistes, à la fois complètement fantastiques, et qui touchent droit au cœur, notamment par l'image. Et numéro 2, un autre chef opérateur aux accents hispaniques, mais cette fois il est mexicain, c'est Rodrigo Prieto. Putain, j'ai l'air d'un débile quand je dis ça, j'arrive jamais à mettre le R où il faut dans le nom, quoi. Donc je vais pas dire trop son nom de famille. Donc notre cher Rodrigo, c'est le chef opérateur de Martin Scorsese ces dernières années. Il a fait le Loup de Wall Street avec lui, et récemment bien sûr Silence. Silence, qui était un film qu'on aime ou pas, moi je l'aime beaucoup ce film là, mais qui, en tout cas même pour ses détracteurs, c'est une évidence, la photographie est à tomber. Eh bien le nom du chef opérateur, c'est Rodrigo, toujours du mal, Rodrigo Prieto. Pourquoi je m'impose ça? C'est notre cher Rodrigo, qui a fait ses armes dans un premier temps dans le cinéma d'Iñárritu. Il a signé la photographie de ses 4 premiers films, la quadrilogie sous Xanax, comme j'aime l'appeler, à savoir Amour Chienne, 21 grammes, Babel et Beautiful. Et si je devais résumer son style, c'est assez compliqué, il est toujours au service en fait du scénario. C'est un chef opérateur qui ne va jamais dénaturer les choses qui se passent dans l'histoire. Un autre exemple de film improbable qu'il a signé, c'est 8 Miles, le film de Eminem, qui était un film culte pour notre génération et peut-être celles qui suivent, mais qui faisait le choix du clair-obscur avec des néons pour donner l'idée de ces caves où ils font des battles, et qui dans le clair-obscur ramenait le côté tragédie, épopée du parcours de Eminem, de Slim Shady dans ce film. Donc voilà, c'était un chef opérateur qui suit toujours la trame scénaristique pour donner toujours l'image la plus forte en rapport avec l'histoire qui est racontée. Et un film que j'aime beaucoup de lui et de son réalisateur Tommy Lee Jones aussi, c'est Homesman, qui est un film qu'on cite très peu alors que c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, voire plus. Peut-être que je ferai un play-stop un jour dessus, qui sait. En tout cas, la photo de ce film-là est très naturelle, comme l'histoire, ça va à l'essentiel, mais à des moments, à des espèces de pics d'iconisation qui peuvent provoquer l'amour du cinéma à un spectateur néophyte. Et sinon, ce qui est rigolo, c'est par exemple son boulot sur le Loup de Wall Street. Là, il y a une volonté d'atténuer tout grain de peau, de faire que tout ça est une espèce de grand spectacle avec une couche de 2 cm de maquillage pour chacun. Donc Rodrigo Prieto, c'est mon numéro 2. Si je devais vous conseiller 2 films, eh bien ça serait très certainement son dernier, Silence, ne serait-ce que pour se faire un avis, et surtout pour voir peut-être le meilleur boulot en termes de chef opéry de cette année. Et puis Homesman, dont je vous ai parlé, parce que ce film n'a pas été vu, donc allez le voir, il est vraiment bien. Il faut aimer un peu les westerns, il faut surtout aimer Tommy Lee Jones et sa vision du monde. Et maintenant le numéro 1, Bill Pope. Bill Pope, ça m'énerve à chaque fois que personne ne retienne son nom.
Donc on a été dans une sorte de gradation du 3, 2e, 1er au niveau expérience. Bill Popp, ça fait des années qu'il est dans le métier, et ce mec-là a révolutionné au moins 2 fois le métier de chef-op. En fait, dans le milieu. Ouais, j'utilise des mots un peu trop forts, mais Bill Popp, c'est tout simplement Matrix, par exemple. Dodge this. La photo de Matrix, c'est lui. Les Wachowski ont bien évidemment pensé tout leur univers, ça c'est clair et net, mais comme allié, ils avaient Bill Popp qui a réussi à faire quelque chose de cohérent avec tout ça. On a pu s'en apercevoir avec un autre chef opérateur sur Jupiter Ascending que c'était pas aussi simple que ça. Donc après avoir révolutionné un peu son monde avec Matrix, eh ben disons que bon, il a été sur le premier gros film de super-héros de l'écurie Marvel, Spider-Man, les Spider-Man de Sam Raimi. S'il est sur ce film-là, c'est tout simplement qu'il a débuté avec Sam Raimi. Je crois que son premier film, ou alors en tout cas son premier gros film, c'est Darkman, qui est un film absolument culte de Sam Raimi, qui est déjà un film de super-héros, et sûrement aussi en adéquation avec Sam Raimi. Il y a une logique dans la photo de Spider-Man qui est parfois pas trop aimée, c'est de revenir à l'essence de ce qui est un comics Marvel et un comics tout court, à savoir une essence de soap opéra mélangée à du mythe en fait. C'est pour ça que dans Spider-Man on a des fois des moments où c'est d'une iconisation énorme, et d'un autre, quelque chose qui ressemble plus à du feuilleton de télé. Et là je prends les mots que donnent les détracteurs. Mais ça c'est totalement logique avec ce qu'est un super-héros. Je suis désolé les enfants. C'est la logique du comics. C'est qu'on est à la fois dans les feux de l'amour, et puis une minute après dans Ulysse, Persée, Hercule, tous ces mythes-là. Donc attendez, alors donc Matrix, ok, les Spider-Man, les 3 hein, bien évidemment, qui ont donné le ton pour beaucoup de films après coup, avant que y ait la veine réaliste, sérieux à la Nolan. Et puis troisièmement, et ça va peut-être parler à tous les geeks du fond, c'est le chef opérateur de Scott Pilgrim, d'Edgar Wright. Mr. Pilgrim! Matthew Patel. Consider our fight begun. What did I do? What do I do? Why? Et c'est le chef opérateur attitré d'Edgar Wright depuis Scott Pilgrim. Encore mieux que ça, c'est Edgar Wright qui a appelé Bill Popp pour faire Scott Pilgrim, et qui était absolument à genoux qu'il accepte. Ce qui montre le désintérêt pour ce chef opérateur, là où c'est quelqu'un de très important dans le milieu. Et ce qu'il fait dans Scott Pilgrim, est-ce qu'il faut redire à quel point visuellement c'est une espèce d'orgie incroyable de toutes parts, et qu'il n'y avait bien qu'un seul chef opérateur pour suivre la cadence, c'était bien Bill Popp. Et ça vient de son passé. Il est d'abord clipper, c'est un gars qui a commencé avec des clips de Metallica, des choses comme ça, qui en a gardé l'essence pop et qui n'a jamais muséifié son métier. Il n'y a qu'à voir l'utilisation du bullet time dans Matrix, comment il a embrassé le CGI pour Spider-Man. Bill Popp, retenez ce nom, c'est un chef opérateur qui, quand il va crever, on va dire, il était grandiose. Mais là il est encore vivant, et dernièrement c'est lui qui était en charge de Baby Driver de Edgar Wright, avec un final, ouais, il n'y a que lui pour le faire. Mais bref, en résumé, Bill Popp c'est quoi? C'est un mélange de tout, tout simplement. Tout ce qui est chatoyant, tout ce qui est des lumières de partout, du néon, du tungstène, du LED, lui il n'a peur de rien. C'est pas normal que finalement il ait fait ses meilleurs films avec des hyperactifs de la mise en scène, que ce soit les Wachowski, Sam Raimi ou Edgar Wright. C'est-à-dire que le sentiment que j'ai par rapport à son travail, c'est qu'il s'autorise tout du moment que ça va dans l'émotion de l'histoire qu'ils sont en train de raconter en images. Puis pour comprendre son style, il suffit de voir Scott Pilgrim, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rencontre à ce moment-là entre le réalisateur et son chef-op. Il y a une effusion d'idées à l'écran, ne serait-ce qu'en termes de lumière, qui est à noter. Est-ce que je dois vraiment conseiller 2-3 films de Bill Popp? Parce que en fait vous les avez déjà vus, c'est Matrix, c'est Spider-Man, c'est Scott Pilgrim.
Voilà, maintenant vous savez son nom, et maintenant vous savez que c'est un très grand qui mérite une allée d'honneur, les gars. Une allée d'honneur, carrément. Et depuis le début, je dis Bill Pop, mais s'il faut, on dit Bill Poppy. Ça fait un peu puppy, ça fait un peu chien-chien, quoi. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon top 3 des chefs-op, encore en activité, pas très connu, mais très inspirant. Alors j'imagine que je vais me faire tomber dessus par des nerds de l'image, mais je m'en fous, j'avais envie de vous partager en tout cas le travail de ces 3 chefs opérateurs que j'aime beaucoup, peut-être en vous donnant envie de regarder un peu plus ce que c'est, la technique derrière. D'ailleurs il y a une chaîne YouTube qui parle de chefs opérateurs et de leur boulot et comment ils procèdent dans leurs films. Je sais plus le nom, mais je le mettrai en description juste en bas. C'est en anglais, bien évidemment, les choses qui parlent de cinéma sérieusement et pas juste de la critique haineuse. C'est en Angleterre qu'on le trouve, ou aux États-Unis, ou au Canada. Je suis désolé. Et sinon, j'espère que ça vous a plu, comme toujours. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à mettre le petit pouce bleu en bas, ça c'est super important. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis surtout, si vous en avez envie, commentez, il n'y a pas de souci. On est toujours le bienvenu sur cette chaîne. Et puis on essaie de se retrouver très prochainement pour un nouveau top 3. Et sur ce, ciao Internet!